Donc j'espère que tout le monde nous entend. Si vous pouvez lever la main, ceux qui nous entendent. Ok, parfait. Donc nous allons démarrer cette conférence, donc obligatoirement avec les casques. Pour ceux qui ont besoin, c'est le canal D pour la traduction. Donc c'est la société Agexid qui va vous faire une présentation sur cet atelier de leur interface, en fait, comment utiliser le robot, comment paramétrer surtout le paramétrage du robot avant les tâches. Donc ils vont faire une présentation qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez quand même interrompre, mais dans tous les cas, on gardera un peu de temps en fin de session pour justement questionner cette plateforme. Donc je laisse la parole à Clément et Jonathan, donc, du coup, qui vont vous faire cette présentation. Merci beaucoup pour la possibilité de faire cette présentation. 1, 2. Parfait, vous m'entendez? C'est bon? Ok, super. Merci pour la possibilité de faire cette présentation. De mon côté, Jonathan Müller. Je suis le représentant de Agexid pour le sud de l'Europe. Pour nous, c'est la France, l'Italie, l'Espagne. Vous m'entendez? Il y a quelques... Ah, vous avez besoin d'un casque en fait. Si vous n'avez pas de casque, vous m'entendez pas. Ouais. Ok. Et je suis ici avec Clément Pigeot de Sévra France. C'est un de nos concessionnaires en France. De leur côté, ils couvrent tout l'ouest de la France. Le concessionnaire du secteur ici, c'était T3M et ils viendront demain. Donc, pour nous, c'est très bien d'avoir cette possibilité de montrer aussi le portail. Souvent, on ne voit que le robot. Je dis que le robot, c'est déjà bien de pouvoir le voir et de voir ses capacités. Mais la partie soft, le portail, c'est au moins 50% de la solution Agexid. Il y a énormément de développement qui se trouve dans ce portail, dans ce que vous allez voir. On a la moitié de notre équipe aux Pays-Bas qui est responsable que pour le côté soft et pour le routing. On a 4 personnes qui ne font rien d'autre que d'améliorer le routing pour avoir la meilleure expérience pour l'agriculteur. Donc, Clément, tu nous présentes la plateforme et les étapes à suivre pour qu'on puisse mettre un robot en route. Donc oui, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc moi, Clément Pigeot, voilà, redistributeur sur tout le Grand Ouest, de Nantes presque jusqu'au Midi-Pyrénées. Donc là, je peux vous présenter en fait quand on arrive sur le portail Agexid. Donc avec les différentes fermes, en fait, elles seront localisées par les petites maisons. Donc on peut établir des fermes, plusieurs sites pour le robot. Donc la première des choses, c'est qu'on va venir arpenter tout votre parcellaire. Donc on va arpenter tout votre parcellaire et dans votre ferme, en fait, voilà, on peut voir tous les champs disponibles. Donc là, notamment, j'ai mis FIRA 2025, j'ai prénommé mon parcellaire. Donc une fois qu'on a prénommé notre parcellaire, on peut générer un routing. Donc le routing est généré une fois qu'on a arpé toutes vos parcelles, donc c'est défini à vie, et aussi entrer toute la flotte d'outils de votre structure, de votre ferme. Donc pourquoi rentrer la flotte d'outils? Pour renseigner la géométrie, pour qu'en fait le robot attelé à l'outil sache son gabarit. Parce qu'il n'y a pas un centimètre qui ne traversera cette ligne numérique, ce contour de champ. Il n'y a pas un centimètre du robot et de l'outil qui dépassera de ce contour de champ, de cette limite de champ qui est définie à vie. Donc voilà, une fois qu'on a défini donc la configuration outil avec le robot, là on va pouvoir générer un routing. Donc là on met une nom de tâche par exemple. Donc voilà. Après, au niveau de la configuration, donc on peut donc là notamment il est attelé sur une herse rotative Amazon de 4 mètres. Donc j'ai créé cette configuration. Donc ça peut être très bien le robot avec une charrue, le robot avec un travail d'outil du sol, le robot avec un cultivateur. Enfin, on peut avoir inimaginable de configuration. Donc après, au niveau des settings, donc c'est là qu'on va pouvoir régler en fait tout ce qui est séquence du robot.
Donc séquence, en fait, c'est la vitesse qu'on souhaite qu'il exécute dans sa tâche, vitesse de travail, la vitesse dans les fourrières, la vitesse quand il va faire des demi-tours, la vitesse aussi de marche arrière, parce qu'il peut très bien fonctionner en marche avant et en poste inversé. Donc voilà pour la partie vitesse. Donc ça, c'est tout le tableau au niveau des séquences auquel est capable de faire le robot. Donc après tout ce qui est la partie relevage arrière, hein, donc la vitesse, la position du relevage en travail, la position de relevage en position haute, dans les fourrières, hors fourrière, donc dans les demi-tours, donc tout est vraiment, comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut tout renseigner. Donc la vitesse aussi de relevage et de montée et de descente du relevage. Donc aussi la PTO, donc on peut mettre donc il peut tourner en 1000 tours, en 540 tours. Donc là un RPM au travail et puis le temps qu'il fasse le demi-tour, on peut diminuer aussi cette vitesse de PTO. Ou on peut carrément la couper, donc comme vous souhaitez. Donc idem pour le relevage avant, hein. Donc c'est la même chose que le relevage arrière, sauf qu'on parle de relevage avant. Tout ce qui est donc hydraulique, hein, il peut avoir jusqu'à 4 distributeurs double effet. Donc aussi là on va lui dire quand est-ce qu'on a besoin de l'hydraulique pour déplier des rayonneurs notamment, pour sur un combiné de semis pour descendre le semoir. Donc là on lui dira tout. On lui renseignera tout. Et après, le côté route, c'est pour les sections en fait, pour qu'en fait il finisse bien son travail à l'entrée et à la sortie de la fourrière. En fait, pour qu'il n'y ait pas de manque de travail de travail qui n'a pas été effectué. C'est pour combler ce travail où qu'on pourrait voir des trous lors de son fonctionnement. Donc là aussi, on va pouvoir mettre une distance pour en fait éviter qu'il y ait des trous au travail ou que tout soit proprement fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut l'enregistrer. Donc là, à droite, on peut voir la parcelle. Donc on va choisir une ligne de référence, notamment la jaune, c'est auquel on va définir le travail via cette ligne de référence. Donc tous ceux qui connaissent, qui ont du guidage, c'est comme si c'était la ligne AB de référence. Donc avec les petits repères, donc on va choisir où il veut commencer. Donc le vert c'est où il va commencer et le rouge où il va terminer sa tâche. Donc une fois qu'il aura terminé sa tâche, il va aller au coin du champ, il va attendre un quart d'heure, il va se couper tout seul automatiquement jusqu'à temps qu'on revienne le chercher pour l'emmener dans un autre champ. Donc voilà, le routing mode, donc c'est pour lui dire combien qu'on souhaite qu'il saute de passage, donc pour qu'il ait toujours un fonctionnement linéaire, pour justement qu'il évite les marches arrière, les marches avant ou autres, donc en fonction de la grandeur de la parcelle. Après on peut choisir de commencer les fourrières d'abord, de ne pas faire de fourrières, de ne pas travailler les fourrières, de commencer les fourrières seulement. Donc on a plusieurs cas de configuration pour pouvoir élaborer nos fourrières. On peut lui mettre un angle pour casser les lignes de semis. Donc cet angle il va prendre par rapport à la ligne de référence qui est en jaune. On va lui mettre un angle justement pour pouvoir casser les lignes de semis dans certains types de travail. Donc on peut mettre 10 degrés, 20 degrés, comme vous le souhaitez. Donc pass width c'est la largeur du matériel. Donc lui on l'a déjà rentré le gabarit, les distances du matériel arrière. Si on veut qu'il y ait un peu de recouvrement justement, sur une herse de 4 mètres, on peut mettre 3,95 m d'un passage à l'autre pour éviter qu'il y ait un manque entre les deux passages. Donc ça on peut le régler aussi. Max Keeped Corner, donc en fait c'est une surface minimum auquel il va travailler, qu'on va lui demander de travailler les corners. Donc je m'explique, en fait, plus vous allez mettre une valeur haute, moins il va perdre de temps à travailler les corners, les coins du champ. Donc plus on descend, plus il va s'appliquer à faire les coins de champ et il va peut-être perdre forcément un peu de temps. Donc ça, vous pouvez aussi avoir la main là-dessus. Et ensuite... donc Headland Pass, donc c'est le nombre de tours de fourrière. En fait, si vous voulez une fourrière, 2 fourrières, 3 fourrières, 4 fourrières. Donc là, dans ce cas-là, il fera 4 fourrières de 4 mètres de largeur.
Donc il va élaborer 4 fourrières de 4 mètres de largeur. Une fois qu'on a fait ça, on a tout fait, on peut calculer le routing. Donc là, il est en train de faire son calcul pour pouvoir élaborer un routing. Et il va vous le présenter. Donc voilà un peu ce que le robot va travailler. Donc avec les différentes couleurs, hein, donc les demi-tours en bleu quand il fait les demi-tours et puis avec le matériel levé, avec la couleur orange, enfin voilà, il va faire tout son routing en fonction des lignes et ça vous pouvez changer si ça vous ne plaît pas comment il travaille le champ. Donc ce qui reste intéressant, vous pouvez faire plusieurs fois de multiples configurations pour pouvoir qu'il optimise, il améliore son travail au mieux, qu'il ait un débit de chantier intéressant pour vous. Et là, il va vous estimer en combien de temps il va réaliser la parcelle et le kilométrage parcouru sur toute la parcelle. Donc là, pour le coup, c'est une petite parcelle donc de démo qui est derrière nous. Donc il va mettre 34 minutes pour 1 km 90 de parcours. Donc voilà, hein, donc ça ce qui est intéressant en fait, c'est qu'en dessous vous avez préparé la tâche, vous pouvez préparer vos tâches en amont. Si demain vous souhaitez semer, vous pouvez déjà faire votre routing en amont. Running Task, c'est les tâches qui sont dans votre robot, vous avez déjà envoyé dans votre robot et les tâches terminées. Et ça, vous pouvez les extraire pour savoir tout ce qui s'est passé, tout ce qui est data données du robot. En fait, si vous voulez vous améliorer encore la performance du robot l'année suivante, vous pouvez vous servir de ce que remontent les data, les données du robot pour améliorer encore son parcours et puis améliorer son débit de chantier. Donc voilà au niveau de la tâche. Donc aussi vous pouvez voir tout en live, donc aussi bien sur votre téléphone que sur votre PC. Donc là, là je vais vous le mettre. Vous voyez à gauche en haut, vous avez 56% de la tâche faite. En fait, j'ai arrêté le robot, il n'avait pas encore terminé sa tâche. Donc avec la parcelle à côté auquel on est affecté. Donc après avec toutes les données techniques du robot. Donc là il vous indique tout, hein, les températures, les niveaux d'huile moteur, niveau d'huile gasoil, enfin il vous cache rien en fait. Vous pouvez avoir aussi les caméras. Donc il y a une caméra à l'avant et à l'arrière de 180 pour avoir une vision de 360 degrés, donc ce qui est intéressant. Donc vous voyez tout ce qui se passe en temps réel. Vous êtes chez vous, vous voulez savoir où ça en est, quoi que ce soit, vous pouvez avoir une information en temps réel. Et après, tout ce qui est remonté, erreur, erreur et warning, tout ce qui est monté de code erreur s'il y a un problème sur le robot. Si Jonathan, tu veux ajouter quelque chose? Merci Clément pour ce résumé, pour ces détails du fonctionnement du robot. De mon côté, je me suis dit, c'est beaucoup d'informations. Probablement, il y a quelques-uns parmi vous qui connaissent peut-être un peu la robotique et pour qui ce niveau de détail est très intéressant. Il y en a d'autres, je suppose, vous dites, oh là là, il y a énormément de choses, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Juste pour résumer, qu'est-ce qui sont les étapes principales qu'il faut prendre en compte pour le faire fonctionner? Donc, la première étape, qui est-ce que s'en souvient? Il faut renseigner les données sur les parcelles. Et d'ailleurs, c'est pareil pour tous les robots. Dans un premier temps, il vous faut l'information de vos champs digitalisés. Donc, première étape, les parcelles digitalisées. La deuxième étape, on a brièvement touché. C'était laquelle? Qu'est-ce qu'il faut renseigner à l'application pour le faire fonctionner? Les outils, correctement. Donc, il faut connaître tous les outils que vous avez pour pouvoir les choisir après dans cette configuration que Clément vous a montré. Une fois que l'outil est choisi, il faut créer des configurations. Une configuration, c'est robot plus outils, herse rotative, broyeur, peu importe ce que vous avez. Et cette configuration, vous pouvez finalement choisir pour créer tous les détails que Clément vient de vous montrer. Je pense qu'il était aussi intéressant, ce que vous avez vu, c'est très très détaillé. Donc on peut paramétrer
beaucoup de détails. Et c'est aussi le travail qui a été fait chez Axid après tous les échanges avec les agriculteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer? Ou est-ce qu'il faudrait aussi avoir la possibilité supplémentaire de gérer le fonctionnement digital de nos solutions autonomes? Est-ce qu'il y a des questions parmi vous par rapport à ce portail? Quelque chose, vous dites, peut-être ça manque encore, ou vous dites, ouais, voilà, c'est très bien fait, ça m'intéresserait. Oui. Oui, quand on est dans un cas de verger qui n'a pas été planté avec du RTK par exemple, où on a une dérive de largeur de plantation, comment on le gère? Puisque le robot, lui, on va lui dire tu passes tous les 4 mètres, mais peut-être que la plantation va être à 4 mètres 10, puis 4 5, 20, 4... Voilà, comment on gère ça? Dans le verger, on prend toujours le bout et la fin d'un rang, et c'est un arpentage qu'il faut aussi faire manuellement. Donc, une fois dans un premier temps, on fait tous les premiers pieds et les derniers pieds d'un rang, et on suppose qu'entre les deux, c'est parfaitement droit. Si ce n'est pas le cas, notre solution d'aujourd'hui ne permet pas de faire les contours. En même temps, pour être honnête, ceux qui sont à la robotisation, plus ou moins, c'est aussi ceux qui ont planté leur verger avec du GPS. Ouais. On voit sur vos robots que vous mettez des outils là comme la faucheuse, mais si la faucheuse a un souci technique, est-ce que lui s'en rend compte ou est-ce qu'il continue sa fonction? Merci. Ouais, c'est une très bonne question. C'est la question communication, outils et robots. C'est une question qui nous a été souvent posée aussi les premiers clients. Dans un premier temps, on n'avait pas de solution de communication. Aujourd'hui, on a un kit Retrofit qui nous permet d'installer des capteurs, des sensors où on veut sur l'outil et de faire communiquer l'outil avec le robot. Donc c'est aussi une nouveauté chez Axid depuis cette année. Et ces capteurs, je vous donne un exemple. Prenez un déchômeur avec un rouleau à l'arrière. Parfois, il y a un bourrage. Comment est-ce qu'on saura si le rouleau à l'arrière bourre ou pas? On peut mettre un capteur qui mesure la vitesse du rouleau, à quelle vitesse il tourne, et on compare cette vitesse avec l'avancement du robot. S'il y a un écart trop grand, probablement il y a un problème. Et on peut régler le seuil à partir de quel moment, à partir de quel écart, on reçoit une notification et à partir de quel moment le robot doit s'arrêter. Donc aujourd'hui, on a une solution pour ces problématiques. Dans le passé, effectivement, c'était compliqué. Ce qui permet d'ailleurs aussi de rendre les outils standards un peu plus intelligents. Oui. Hello. Thank you for the talk. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai 2 questions pour vous. Tout d'abord, est-ce qu'il est possible, supposons que dans mon exploitation, j'ai un hangar ou 2, est-ce que je peux définir les hangars comme étant des obstacles, de sorte que le robot ne va pas bien sûr chercher à traverser les hangars, mais va les contourner? Donc, si c'est un hangar qui est à côté d'une parcelle, je dirais oui, le robot va simplement pas aller près du hangar. Je pense, je suis pas sûr si j'ai 100% compris la question. Si c'est un endroit, on va plutôt prendre ce qui est plus souvent le cas dans une parcelle, un pylône électrique. C'est quelque chose, un endroit qu'il faut aussi arpenter avant de créer le routing. Et le routing va prendre en compte l'obstacle pour le contourner et pour créer un routing qui contourne parfaitement l'obstacle connu. Après, peut-être la question avec le hangar, je suppose qu'il pourrait être intéressant, et il y a des clients qui nous ont déjà posé cette question. Est-ce que le robot est capable de rentrer de manière autonome à l'hangar? Et oui, il est capable de le faire pourvu le trajet entre le champ et le hangar
est un chemin privé qui vous appartient. Le robot n'est pas homologué pour la route, il ne le sera pas. Si vous voulez traverser un chemin, une route, vous devez être à côté du robot pour l'emmener. Est-ce que j'ai répondu à votre question? A little bit. Un peu, à vrai dire, mais je vais revenir au début. La question est de savoir si pendant la phase d'arpentage, donc vous faites votre arpentage, est-ce que vous pouvez définir un bâtiment, donc un hangar, comme étant un obstacle et que donc vous allez contourner sans passer à travers? C'est possible. Si le champ ou le hangar fait partie de ce champ-là, on peut exclure cette zone comme un pylône. Oui, pas de souci. Ouais. Et l'autre question, supposons qu'on a une situation un peu similaire où on a donc un bâtiment. Et là, vous êtes dans une zone sans signal et en effet, vous allez avoir le robot qui va devoir traverser. Est-ce que le robot va pouvoir traverser tout en perdant le signal pendant une période de temps, ou est-ce qu'il est considéré comme un obstacle? Donc, est-ce que ça devient un obstacle ou il peut franchir sans signal? Le robot ne peut pas franchir sans signal. Donc, sur le robot, il y a deux antennes. Une antenne qui prend le signal GSM avec une correction RTK et l'autre antenne fonctionne avec un signal satellite. Par défaut, on fonctionne avec le GSM renseignement RTK. Si jamais on n'a pas de signal, ça bascule automatiquement vers le satellite pendant 20 minutes. Si pendant ces 20 minutes, on ne reçoit pas de signal GSM de nouveau, il s'arrête. Si on n'a pas de signal du tout, ni GSM, ni satellite, il se met en sécurité et il ne sait rien faire. Si quelqu'un est dans une zone où on a vraiment du mal à capter le GSM, on peut aussi tourner 100% avec le satellite. On a même un client qui utilise le Starlink. Est-ce que vous avez d'autres questions? My question is about. J'ai une question sur la possibilité de changer l'itinéraire de manière dynamique, donc refaire un routage dynamique. S'il y a un obstacle, un animal par exemple, ou une personne qui est sur la parcelle, qui donc n'était pas au départ au moment de l'arpentage, mais donc on voit qu'il y a un obstacle dynamique, est-ce qu'on peut faire contourner par le robot ou qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il y a un obstacle qui n'est pas censé être dans la parcelle, par exemple un animal, de manière générale, cet obstacle ne reste pas. Si c'est un animal qui va traverser, le robot le verra avec son lidar. Si l'animal reste vraiment un tout petit peu de temps, le robot va s'arrêter et si l'animal passe, il va continuer son chemin. Admettons, il y a un animal qui se pose vraiment devant le robot, ce qui n'est pas trop probable avec un vrai animal. Le robot s'arrête et il ne saura pas quoi faire. Il va envoyer une notification à l'utilisateur avec l'image, la vidéo en disant le robot s'est arrêté à cause d'un obstacle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est l'utilisateur qui va intervenir. En même temps, en réalité, un animal avec le bruit du robot va partir. Celui qui peut vraiment embêter le robot, c'est plutôt des êtres humains. Et je pense dans un avenir, c'est aussi des questions qu'on se posera dans la robotique. Si un agriculteur a un robot, il a un voisin qui peut-être n'est pas en super bon terme avec ce propriétaire du robot, il peut effectivement bien l'embêter. Et il se met devant et il coupe son lidar et le robot est bloqué et se met en arrêt de sécurité. Ouais. Yes, thank you. There are... Il y a beaucoup de paramétrage pour calculer l'itinéraire. Est-ce que c'est l'exploitant qui le fait ou un spécialiste de chez vous? Le paramétrage, ça c'est l'utilisateur, donc l'agriculteur qui le fait.
En même temps, on a fait un pré-paramétrage des paramètres par défaut qui peuvent ensuite être renseignés. L'algorithme pour faire le trajet, c'est un algorithme automatique. Donc, on va donner des paramètres et en fonction des paramètres donnés, l'algorithme calcule le trajet optimisé. Et justement, au niveau de ces paramétrages, est-ce que l'accès au paramétrage ou à la plateforme peut se faire par plusieurs agriculteurs, salariés, l'agriculteur lui-même? Est-ce qu'on peut partager ces informations-là et du coup intervenir à plusieurs, même sur une notification, les recevoir et être multi-opérateur? Oui, effectivement. Chez nous, on n'a pour l'instant pas de nombre limité d'utilisateurs. Donc, ce qui veut dire, si c'est une ferme qui a 10 employés, tous les 10 peuvent avoir accès à la plateforme, tous les 10 peuvent recevoir des notifications sur leur portable ou peuvent paramétrer les tâches, les missions. Oui, une autre question. Est-ce que on voit de plus en plus de piratage des données? Est-ce que vous avez des serveurs sécurisés? Comment ça se passe s'il y a des piratages? Merci. Oui, c'est une bonne question. On utilise les serveurs de Microsoft Azure. Donc, c'est une entreprise américaine, certes. Peut-être on peut reprocher ce fait-là. On est en Europe ici, mais hors de ce fait-là, c'est quand même un niveau de sécurité très haut. Donc, oui, on utilise leurs serveurs. Merci du coup pour cette présentation. On va les retrouver dans pas très longtemps sur la partie extérieure, sur la partie démonstration. Ça en est fini pour l'atelier paramétrage ici. Donc je vous invite à retourner les casques et le second atelier, ça sera un atelier sur la parcelle directement pour le changement de batterie sur le Softy Rover, suivi de la démonstration du Softy Rover et de la démonstration de l'Agexid, donc directement sur la parcelle. Voilà. Donc je vous invite à rendre les casques et à se retrouver dehors d'ici quelques minutes. Merci. Merci à Jonathan et du coup merci à Clément pour la présentation. Merci beaucoup.